Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. Dans la culture, dans tous ses états, on va voyager dans le temps et dans le monde puisqu'on va visiter ensemble la Cité de l'Histoire qui a ouvert à la Défense. Nous sommes en compagnie de Franck Ferrand, historien et directeur de la Cité de l'Histoire, et de François Nicolas, président d'Amaclio Productions à l'origine du projet. Bonjour à tous les deux, mais tout d'abord, on écoute un extrait. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. 1812. Napoléon file vers Moscou. Mais quel charivari! Voilà, c'est pas qu'il se bataille à prendre la Bastille maintenant! Le premier peuple du monde a fait 3 révolutions. Ces 3 révolutions qui n'en font qu'une. Vous autres, Jean d'Orléans, m'entendrez bien mieux que ces messieurs, j'engagerai. Vous voulez savoir pourquoi on leur fait la guerre, nous, aux Boches? Il y a une règle d'or dans ma classe. On se tient bien et l'on écoute. Pas de distraction. Un extrait d'une partie de la Cité de l'Histoire. Bonjour Franck Ferrand. Bonjour Philippe, bonjour François, bonjour à tous. Bonjour François Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on va commencer tout d'abord. Comment est née l'idée et comment l'idée est-elle devenue réalité? Ah, c'est une histoire... c'est déjà une petite histoire dans la grande histoire. On travaille avec Franck depuis un certain nombre d'années et j'avais demandé à Franck de faire un scénario sur un personnage historique pour faire un cinéma immersif dans Paris. Et puis finalement, on est tombé sur un lieu beaucoup plus grand qui est sous l'Arche de la Défense. Et j'ai emmené Franck, et Franck, en sortant de ce lieu gigantesque qui est sous l'Arche. 6000 mètres carrés, je crois. 6000 mètres carrés, quoi. 12 000 au total, mais 6 000 qui sont vraiment consacrés aux animations dont on va vous parler. Franck me dit ici, il faut qu'on voit beaucoup plus grand. On va faire un lieu vraiment dédié à l'histoire, un carrefour qui va plaire à tout le monde. Et on va donc créer la Cité de l'Histoire. Voilà comment c'est né. Et c'était 18 mois avant l'ouverture. Donc nous avons été très très vite. Mais je pense que Franck a aussi beaucoup de choses à raconter. Franck Ferrand, on va ouvrir la Cité de l'Histoire. C'est une phrase qui restera dans l'histoire de Franck Ferrand? Je ne sais pas, dans ma petite histoire, oui, incontestablement, même parmi les pages importantes. Ce que ne dit pas François, parce qu'il est modeste et timide, c'est que ce jour-là, quand je lui ai dit « il faut ouvrir ici une Cité de l'Histoire », il m'a tendu un papier qui était un document administratif, en fait, en marge duquel il avait écrit « Cité de l'Histoire ». Il m'a dit « tu vois, je savais que tu allais me dire ça ». Il avait eu évidemment la même idée en voyant les mêmes lieux. On peut dire que, à partir d'une idée initiale qui était de mettre en avant le savoir-faire d'Amaclio en matière de projection monumentale, à partir de cette idée, c'est le lieu qui s'est imposé. C'est l'extraordinaire espace qui se trouve là, dans le socle de la Grande Arche de la Défense, qui s'est ouvert à nous et qui nous a donné des ailes. Alors, on va commencer par la première partie, parce que la Cité de l'Histoire, ça se passe en 3 parties sur 6000 mètres carrés. Dans la première, on remonte le temps, et c'est surprenant. Ça commence avec Édith Cresson, qui a été la première ministre la plus éphémère de la Ve République. Pourquoi Édith Cresson? J'ai trouvé ça amusant. Franck Ferrand. Parce qu'Édith Cresson était Premier ministre en 1992. Oui. Et qu'en 1992, la France a fait le choix, elle a objectivement fait le choix, même si l'on se rappelle l'extraordinaire débat qui a présidé à ce choix-là. Elle a fait le choix de lier son destin à l'Union européenne. Et elle a fait le choix de ne plus être un État absolument indépendant et maître de ses destinées, mais de mêler sa destinée, de l'accorder à celle de bien d'autres nations d'Europe. Et qu'à partir de là, on peut considérer que l'histoire de France, au sens propre, en tant que construction d'un État, élaboration d'une nation et expression d'un destin français, cette histoire-là, eh bien, prenait un autre tour. Donc, comme nous commençons aujourd'hui et que nous allons à reculons, que nous nous enfonçons dans le temps, eh bien, nous avons choisi cette année 1992 comme le terme, en quelque sorte, à partir duquel nous allions faire cette grande plongée dans les siècles. Alors c'est génial parce qu'il y a les ordinateurs de l'époque, ça paraît préhistorique dans le site, et on passe juste après dans un bureau
Beaucoup plus classique, le bureau du général de Gaulle qui est en train de relire ses mémoires de guerre à Colombey pendant sa traversée du désert sous la 4e République et qui résume 12 siècles d'histoire. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un parcours qui est immersif et qui est, on va dire, commenté, ou quoi, plus que commenté d'ailleurs. On a la voix de Franck, la voix d'Anissa Haddadi également, Absolument. qui nous accompagne dans tout ce parcours pour nous expliquer sous forme d'enquête en fait. Puisque vraiment l'idée, c'est vraiment de démarrer, comme vient de le dire Franck, de démarrer en 1992, de terminer à l'époque de Charlemagne. Il y a 17 salles Absolument. qui effectivement retracent des moments d'histoire de France, mais qui ne sont pas que des grands moments d'histoire de France. Franck vous en parlera très très bien, qui sont aussi des grands moments bien évidemment, mais qui sont surtout des atmosphères, des contextes. Et Franck explique tout ça et pose une problématique à chaque fois pour nous faire vraiment rentrer dans le cœur de ce qu'est l'histoire de France, mais dans le cœur de ce qu'est l'histoire des Français aussi. Absolument. C'est pas que les grands moments, c'est vraiment l'histoire de France. Et donc, une petite anecdote justement, quand sur la pièce, pour répondre à votre question, cher Philippe David, à Colombey, c'est qu'en fait, Franck nous lance sur une piste dans le commentaire et nous fait arriver à l'hiver 54. Et dans l'imaginaire collectif des Français, l'hiver 54, c'est pas le général de Gaulle du tout. Pas du tout, c'est qui? C'est l'abbé Pierre. C'est l'abbé Pierre, exactement. Donc les gens sont surpris et on est déjà dans un des premiers principes de ce parcours qui est de surprendre. Et c'est vrai que j'ai été surpris, j'entends hiver 54, je me dis c'est l'abbé Pierre, on tombe sur De Gaulle qui n'est pas au pouvoir. Voilà. Et donc en fait, tout ce parcours a été conçu comme ça par Franck. Hein. Il faut vraiment le dire. Rendons à Franck ce qui est à Franck. Exactement. On parlera de César plus tard. Franck, exactement, presque. Et donc Franck nous surprend comme ça pendant à peu près 40 minutes sur toute cette histoire. Alors il y a une image fabuleuse, je ne sais pas comment vous avez fait pour la reconstituer. Vous parlez des résistants avec la bataille du rail. Il y a une locomotive qui a déraillé parce qu'on a fait exploser les rails en taille réelle, c'est impressionnant. La reconstitution de la locomotive, alors là on la voit de près quand on aime bien les trains, c'est extraordinaire. Vous parlez de la bataille du rail et vous n'avez pas une vision monolithique ou manichéenne de la Deuxième Guerre mondiale. Vous dites oui, il y a des Français qui ont collaboré, mais oui, il y avait des résistants. C'est rare aujourd'hui, Franck Ferrand, de ne pas avoir une vision manichéenne de l'histoire comme ça. Nous avons essayé, parce que c'est tout un travail d'équipe, et d'ailleurs François y a plus que contribué, hein, puisqu'il était en quelque sorte un peu pour moi le référent de cette affaire. Nous avons essayé constamment d'être le plus équilibré, le plus ouvert et le plus compréhensif possible. Et quand je dis compréhensif, c'est au sens le plus large, c'est la compréhension des choses et du monde et de l'histoire. Il y a dans ce parcours 4 principes directeurs. D'abord, vous avez compris qu'il s'agit d'un chemin à reculons. Hein. On part d'aujourd'hui et on remonte. Et j'ai trouvé ça génial de faire l'histoire en ordre contre-chronologique, on va dire ça comme ça. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous amène à nous poser constamment la question du lien logique entre les scènes, puisqu'il faut que chaque scène soit expliquée par la suivante, et la suivante, elle nous fait remonter dans le temps. Deuxième principe, c'est un principe de ce qu'on appelle, alors je vais employer un terme qui peut paraître un peu savant, mais qui est le seul terme pour expliquer ce qu'on a voulu faire, qui est la synecdoque. Qu'est-ce que c'est que la synecdoque? C'est le principe du jardin japonais. Vous voyez un petit arbre et vous imaginez la forêt. Vous voyez 3 grains de sable et vous imaginez la plage. C'est-à-dire qu'on voit le petit angle pour imaginer l'immensité. Le troisième principe, c'était un principe de décalage. Et j'y tenais alors là particulièrement. Lorsque, par exemple, nous évoquons les merveilleuses inventions de la Belle Époque, quand on évoque le cinématographe, l'aéroplane, etc., enfin le téléphone, enfin ce qui a fait plonger le monde. Il y a toutes les grandes inventions du monde. Ouais. Et ça, eh bien ces inventions et cette belle époque, et cette belle époque au sens quasi allégorique, nous les vivons depuis un puits de mine. Absolument. C'est-à-dire qu'on les voit, j'allais dire 6 pieds sous terre, bien plus que ça. Donc ce décalage dans quasiment toutes les scènes, pas tout à fait toutes, mais presque toutes, j'y tenais beaucoup pour constamment, non seulement surprendre, comme le disait François, mais aussi, dans la mesure du possible, faire réfléchir. Et puis, le dernier aspect,
c'était d'essayer, et là je ne suis pas persuadé d'y être entièrement arrivé parce que c'était un défi quasi insurmontable, mais le dernier aspect, la dernière dimension, c'est une forme d'exhaustivité, c'est d'essayer d'évoquer à peu près tous les grands aspects de l'histoire de France à travers seulement 15 scènes, ce qui est évidemment c'est quasiment impossible, il faudrait 70 scènes pour y arriver, et encore. Mais nous essayons en tout cas, même si tout le monde n'en est pas toujours conscient, et même si une partie du message sans doute échappe au public à la première visite, mais on peut faire autant de visites qu'on veut après tout, nous essayons d'évoquer le plus grand nombre d'axes de compréhension possible de cette histoire de France. Vous êtes bien dans Berkoff, dans tous ces états. On continue avec Franck Ferrand, que je remercie déjà, parce qu'avec le mot synecdoque, je vais pouvoir le caler à Philippe Bilger dans Les Vraies Voix, qui me teste toujours sur des mots. Mais vous ne connaissez pas ce mot, grand Olibrius. On va rigoler la semaine prochaine. Et François Nicolas, vous voulez poser des questions sur la Cité de l'Histoire, un lieu vraiment à visiter, à Franck Ferrand et à François Nicolas. Manu attend vos appels au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Philippe David. Et dans la culture, dans tous ses états, on a le plaisir d'avoir avec nous Franck Ferrand, historien, directeur de la Cité de l'Histoire, et François Nicolas, président d'Amaclio Productions, à l'origine de la Cité de l'Histoire. On était en 39-45, on passe en 14-18 parce qu'il y a des scènes que vous vivez avec des comédiens. Vous allez dans une salle de classe en 1903 avec un hussard noir de la République qui vous explique, en montrant la carte, l'Alsace-Lorraine en noir qu'il va falloir récupérer, qui se moque des bonnes sœurs qui sont de l'autre côté en faisant allusion à la loi de 1905, du 9 décembre 1905 sur la laïcité. C'est aussi un jeu de théâtre qu'il y a dans la Cité de l'Histoire. Quand on arrive à cette scène de 1903, nous n'avons pas encore dévoilé tous les systèmes, tous les principes de scénographie imaginés par Franck. Et c'est alors qu'il y a 15 scènes, 17 scènes au total. Et Franck parlait justement de tous les choix qui ont été faits. C'était très compliqué parce que c'est toujours un arrache-cœur pour un créateur comme les Franck. Franck avait imaginé 35 scènes. Ah oui, et il y en a 17, et c'est déjà bien 17. Hein. Voilà, Franck avait imaginé 35 scènes, donc ça aurait duré un peu plus d'1 heure le parcours, mais c'était déjà une prouesse, 35 scènes sur l'histoire de France. Quand je lui ai dit, écoute, ça va pas tenir en taille, là où on est, parce que c'est quand même des décors à l'échelle 1. Voilà, ce sont quand même tous les décors, ou presque tous les décors sont à l'échelle 1. Pardon. Et donc, effectivement, on a reconstitué une classe de 1903, comme si mais avec les encriers, l'instituteur habillé, les cartes, c'est extraordinaire. Et donc effectivement, tout au long de ce parcours, il y a plusieurs acteurs qui vous interpellent, qui vous font jouer la scène en fait. Et vous jouez la scène avec eux. C'est très marrant. Il y a même un passage très drôle. On observe vraiment les familles ou même les personnes seules se prêtent complètement au jeu, rentrent vraiment dans cette classe et deviennent des élèves. Et là, on voit effectivement la différence qu'il y a avec aujourd'hui. Ah oui, c'est impressionnant, la classe de 1903. Vous mettez la petite et la grande histoire, parce qu'il y a une scène avec 3 canons de 75. Il m'a ressemblé reconnaître des 75 français, je me suis pas trompé. Vous êtes pas trompé. Et on apprend que lors de la bataille de Verdun, 53 millions d'obus ont été tirés en 10 mois. Ça fait 175 000 obus par jour, rien que sur le champ de bataille. Et je rappelle qu'il y a une bataille encore plus meurtrière au même moment, qui était la Somme. C'est extraordinaire de mettre ces petits détails de 53 millions d'obus. C'est des chiffres tellement surréalistes. Vous mélangez la grande et la petite histoire, Franck Ferrand ? J'essaie de les mettre en tout cas en correspondance, en écho et en perspective. Ça, c'est ce que j'ai toujours fait, vous savez. Que ce soit à la télé, à la radio, bien sûr, et c'est pas à vous, Philippe, que je vais parler de radio, que ce soit sur scène, au théâtre, ou dans les articles ou les chapitres de livres, j'ai toujours essayé de me trouver sur cette ligne de crête extrêmement ténue, un peu difficile à atteindre, qui se trouve à la limite, à la frontière de la grande et de la petite histoire, pour parler, si l'on veut employer ces termes. C'est-à-dire que pour la petite histoire, c'est l'anecdote, le vécu, l'incarnation pure dans des personnages et dans des événements. Et la grande histoire, c'est le mouvement général des peuples, c'est l'évolution des idées, ce sont les grands aspects que l'on retient dans les annales. Eh bien, j'essaie de ne jamais évoquer de grands sujets ou de grands événements
sans l'incarner de façon très précise dans un destin, et j'essaie, à contrario, de ne jamais entrer dans une anecdote sans lui donner pour toile de fond un des grands aspects de l'histoire qui permettent de comprendre le monde et de comprendre l'humain. Et c'est lorsqu'on regarde la petite histoire depuis la grande et la grande depuis la petite, c'est lorsqu'on se situe à cette frontière-là que l'histoire devient vivante et qu'elle nous apprend et qu'elle nous enrichit. Ça ne servirait à rien, vous savez, de faire de l'histoire s'il ne s'agissait pas de s'enrichir au passage et de grandir un peu. Ah mais très franchement, moi hier j'ai vu des familles avec des enfants, après les gosses, ils sont fans d'histoire. Là pour leur faire aimer l'histoire, faut les amener à la Cité de l'Histoire. Je vais continuer cette immersion, on passe dans une galerie de mines, vous l'avez dit, avec les lampes, les casques, les pioches pour les mineurs. On se promène dans les barricades de Paris en 1848, le parti de l'ordre, des choses que les jeunes ne connaissent pas. Et ensuite une scène fabuleuse, on est dans le bureau de Napoléon Bonaparte à la bataille d'Eylau sous la neige. Alors le trucage sous la neige est fabuleux, on croirait qu'on a Napoléon à côté. Alors, on est effectivement dans la tente, pas de quoi, dans le bureau. Dans la tente, oui, mais il y a des livres, etc. Dans la tente de commandement, dans la tente de commandement, effectivement, à la bataille d'Eylau. Franck, une fois de plus, avait imaginé non pas de faire forcément Austerlitz ou Waterloo, parce que ce sont les deux premiers. On va prendre Eylau. Et en plus, ça nous permet aussi. Et on apprend que c'est la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Je l'ai appris en le voyant. Oui. Alors, moi, j'ai un petit doute et un petit débat là-dessus. Je pense que c'est la bataille de Fontenoy, mais c'est un autre débat et c'est pas le sujet du tout de l'émission. Mais c'est vraiment un autre sujet. En tout cas, c'est une. On sent la différence entre la monarchie et l'empire. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais le sang des ennemis est toujours le sang des hommes. Mais la vraie gloire est de l'épargner, disait Louis XV. Oui, c'était le maréchal de Saxe. Il avait soufflé et écrit. Mais bon, qui était donc effectivement le commandant en chef à cette fameuse bataille de Fontenoy. Donc effectivement, dans cette scène qui est incroyable, en plus elle est très chaleureuse, elle est très réaliste et on y a froid. Oui, il neige. Et on voit les tentes, etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment toutes les technologies ultra modernes qu'on a utilisées, parce que c'est vraiment un sujet important. Quand on veut faire de l'immersif, on est obligé quand même d'y mettre un certain nombre de moyens techniques. On a travaillé d'ailleurs, je pense, avec quasiment les meilleurs sur le sujet. Ça a été un choix très étonnant. Très étonnant. C'est pas du tout le mot que je voulais employer. C'était un choix évident pour nous. Et on a travaillé avec Thierry Rétif, qui est un scénariste, metteur en scène, qui a fait effectivement beaucoup de parcs dans le monde, et à qui d'ailleurs beaucoup de parcs doivent leur Golden Globe ou d'autres titres qu'ils ont gagnés. Voilà. Alors il y a une scène drôlatique, c'est la prise de la Bastille. Vous êtes dans le bureau d'un ébéniste, il y a la Bastille en train d'être prise, et vous avez l'impression de voir le journal de TF1 quand on interviewe quelqu'un pendant une manifestation. Mais il manifeste, ça sert à rien. Est-ce que vous croyez que dans 10 ans, on se souviendra de la prise de la Bastille? Qui a eu l'idée de cette scène avec un super comédien, parce que les gens sont pliés de rire pendant la visite? Oui, il faut qu'il y ait de l'humour aussi, évidemment. C'est toujours et on rit en visitant en plus, oui. Ah oui, c'est cette idée de décalage. Et là, il faut rendre hommage aux comédiens, bien sûr, et aux comédiennes, parce que vraiment, ils apportent toute l'humanité, toute l'épaisseur, toute la chaleur à ce parcours. Et vous savez, je le fais très souvent, moi, le parcours est pour cause, j'accompagne de nombreux visiteurs et je suis toujours étonné de leur capacité de renouvellement. Ils jonglent, ils jouent, ils brodent. Ils s'amusent avec ce texte, et ils incarnent, et c'est ça que nous voulons faire à la Cité de l'Histoire, c'est incarner l'histoire, bien sûr. Et puisque François parlait de notre scénographe, de Thierry Rétif, qui a accompli là un travail complètement extraordinaire, on peut dire que son chef-d'œuvre dans ce parcours, c'est le fameux atelier de la Bastille, car fabuleux. Tous les décors sont réussis, oui. Certains très réussis. Mais vraiment, l'atelier de la Bastille, d'abord on pourrait s'y installer, on pourrait y rester des heures, vraiment. On est très loin de pouvoir en un seul passage voir tout ce qu'il y a à voir. Ça a été fait avec tout l'amour du monde et on a l'impression d'être vraiment au Faubourg Saint-Antoine. Vous avez tous les meubles qui sont en cours de fabrication, la quantité infinie d'outils avec notamment tous les rabots, etc. Et puis les varlopes, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis quand vous levez les yeux à travers les carreaux légèrement poussiéreux d'un faubourg ouvrier, ce que vous apercevez se dessinant au fond, c'est la massive, l'inquiétante
et en même temps la passionnante silhouette de la Bastille. La culture dans tous ses états avec Franck Ferrand et François Nicolas. On parle de la cité de l'histoire. Je vois que ça sonne énormément au standard. On vous prendra dans le dernier quart d'heure de l'émission. Et croyez-moi, il y a encore des choses très amusantes. Moi, j'ai vécu une scène en direct avec une enfant qui a fait éclater de rire tout le monde. Et il y a encore d'autres scènes très drôles avec des comédiens. Mais en plus, on se cultive. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. Philippe David. La culture dans tous ses états avec Franck Ferrand, historien, directeur de la Cité de l'Histoire, et François Nicolas, président d'Amaclio Productions, à l'origine du projet. On continue cette visite. On en aurait tellement à raconter qu'on pourrait faire 3 heures d'émission. Ensuite, on va à côté du carrosse où Louis XIV, comte Fleurette, on va dire ça comme ça, à Madame de Maintenon. Alors, les enfants sont les yeux grands comme ça parce que ça parle en français du XVIIe siècle. Et c'est pas tout à fait le même français que maintenant. On voit Louis XV à l'apogée de la France. On va dans le Dauphiné. On apprend qu'à la Renaissance, qui est une période encensée, 9 Français sur 10 vivaient mal. Il y a les guerres de religion. On ne dit pas qu'ils vivaient mal, non. Philippe, on ne dit pas qu'ils vivaient mal. On dit qu'ils vivaient à la campagne. À la campagne, oui. Et que certains d'entre eux avaient du mal à se nourrir. C'est ça, exactement. On parle des guerres de religion. Et sans aucun tabou, c'est vraiment très bien fait. Jeanne d'Arc vous accueille avec son épée. Alors ça, c'est vous qui avez eu l'idée, Franck Ferrand, rapidement là-dessus. Parce qu'elle vous appelle limite à dire bouter les Anglois. Il faut rendre à François ce qui appartient à François, puisque moi j'avais l'intention, au contraire, d'évoquer Jeanne d'Arc à travers le témoignage de bourgeois d'Orléans. Et j'aurais pensé que c'était des anonymes, puisque d'ailleurs dans le parcours, vous avez vu qu'en dehors des mannequins du musée Grévin pour le général de Gaulle et pour Napoléon, en dehors de ces mannequins, nous ne rencontrons pas de personnages célèbres de l'histoire. Louis XIV, vous l'entendez à travers la vitre du carrosse, mais vous ne le voyez pas. Bon. Et là, nous rencontrons Jeanne d'Arc. C'était une volonté personnelle de François. Alors, voyant ça, je lui ai dit, et si on la mettait à cheval? Mais je ne sais pas pourquoi, Jeanne a été gardée, pas le cheval. Alors, on continue, on apprend, on voit la construction de la cathédrale Sainte-Cécile à Albi, la peste noire, on en parle, les cathares, vous parlez des côtés clairs et sombres de tout, de l'église, de la monarchie, sans tabou. C'est vraiment pas une histoire manichéenne. Hugues Capet, Noyon 987. Et alors hier, une scène très drôle, il y a une ferme dévastée par les invasions vikings, on voit les dracars, et il y a une actrice qui dit « Attention, les vikings attaquent à nouveau !» Et là, hier, il y avait une gamine qui devait avoir 6 à 8 ans, qui se tourne vers sa mère, qui dit « Mais n'importe quoi !» Et tout le monde a éclaté de rire. Vous avez, les enfants sont pris, même à 6-8 ans, par ceux qu'ils voient. Ah oui, non mais ils sont complètement pris. C'est vraiment le côté qui est très très réaliste, et c'est vraiment grâce aux acteurs, grâce au jeu des acteurs. D'ailleurs, nous allons renforcer encore ce jeu d'acteurs dans toute la cité, puisque vous avez compris, on vient d'ouvrir, on a créé cette cité de l'histoire en moins d'1 an avec Franck. C'est énorme. Donc ça a été déjà une prouesse, rien que pour ça. Et maintenant, il faut effectivement qu'on enrichisse tout ça. C'est déjà passionnant, puisque les gens restent en moyenne entre 2 et 3 heures, voire plus, sur cette cité pour effectivement réussir à tout faire. Les gens reviennent, et d'ailleurs les gens refont souvent ce parcours qui est le cœur, vous avez compris, le cœur de cette cité. Les gens refont le parcours parce qu'effectivement, il faut que tous les sens qui sont en éveil pendant ce parcours, effectivement, on ne peut pas tout capter du premier coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein, donc voilà, donc, avec plusieurs clés de lecture. Et on termine... Oui, allez-y Franck, allez-y. C'est bien de souligner le fait que ce parcours, c'est un peu le clou du spectacle, oui, enfin je l'espère. Il est consacré à l'histoire de France, mais nous avons d'autres animations, bien entendu. Mais on va en parler tout de suite. À l'histoire en général, hein, bien sûr. Alors, on en parle tout de suite parce qu'on termine là cette partie avec les hologrammes de Charlemagne, de Sainte-Geneviève et de Vercingétorix. La seconde partie, c'est une frise de 170 mètres avec 400 dates historiques avec lesquelles on joue sur des écrans. Moi, j'ai appris plein de choses. On apprend même que les routes de la soie de la Chine, ça a commencé avant Jésus-Christ. Oui, alors...
là, il faut laisser Franck parler de cette frise historique, parce qu'à l'origine, nous avions fait cette frise historique sur 400 dates, hein, Oui. 2500 ans d'histoire. Et on pensait que ce serait une animation qui serait peut-être un peu boudée, parce que Pas du tout. on la commence, on va dire en moins 500 avant C'est ça. Jésus-Christ, et donc elle se termine maintenant. Oui. Et on pensait que ce serait un peu boudé. Et en fait, on s'aperçoit que les gens sont très contents, très rassurés de rentrer dans une histoire chronologique et qui donne des repères. Et les gens voient bien, se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe en l'an 500 sur la civilisation, dans la civilisation occidentale. Et en parallèle, ils voient ce qui peut se passer dans la Ailleurs. civilisation chinoise, etc. Et donc c'est là où on voit toute l'évolution du monde. Et là, les gens ne restent pas un quart d'heure, 20 minutes dans cette... ils peuvent rester jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie pour faire les 400 dates. Et s'interpellent entre eux, d'ailleurs, dans les groupes, c'est très drôle. Ils s'interpellent, ils se posent des questions, Tu etc. connaissais un tel Exactement, voilà. Donc ça, c'est très, très interactif. Ça marche très bien. Moi, j'ai même appris qu'il y avait eu une impératrice du Japon, la première femme impératrice s'appelait Suiko. C'est bien ça? N'est-ce pas, hein? Bravo. Non, mais je pense que chacun vient y chercher, un peu comme dans une auberge espagnole, chacun vient y chercher des éléments de réponse aux questions qu'il peut se poser, et puis aussi des pistes à ouvrir et à creuser. En effet, François a raison, quand nous avons créé cette animation, il s'agissait, pour être très honnête, pour nous, il s'agissait un peu d'une animation de délestage, le but étant d'offrir des choses à faire, à voir, à apprendre au public entre le parcours que vous venez de décrire en détail et la grande ellipse qui présente le spectacle à 360 degrés. On va en parler là, oui. Et puis, on s'est rendu compte que cette frise devenait non seulement une animation à part entière, mais qu'elle fait bien plus qu'atteindre son but, elle passionne les gens. J'y passe beaucoup de temps, moi, dans cette frise. Elle me donne du courage pour aller plus loin, si je puis dire, parce que vous voyez des enfants qui racontent à leurs parents la leçon qu'ils ont eue à l'école. Vous voyez des grands-parents qui racontent à leurs petits-enfants des choses sur lesquelles ils veulent insister. Vous avez des débats qui s'établissent non seulement au sein des petits groupes eux-mêmes, mais d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai que nombreux sont les visiteurs qui passent des heures, je dis bien des heures, devant cette espèce de frise extraordinaire, puisqu'elle est en plus interactive. Ce sont les gens qui appellent les dates et qui les projettent sur les grands écrans. Absolument, c'est vous-même qui faites votre visite. Alors on va parler de la dernière partie en 5 minutes, parce qu'après ça appelle beaucoup, et on va vous prendre des auditeurs, Franck et François. La troisième partie, c'est une salle de cinéma à 360 degrés, où on voit la vie de Victor Hugo depuis sa maison de naissance jusqu'à ses obsèques. C'est impressionnant comment ça s'est fait, techniquement. Alors d'abord, cette salle... qui est une idée de Franck, hein. Nous avons reconstitué sous l'Arche de la Défense, sous forme d'ellipse, qui fait un peu plus de 500 mètres carrés, à peu près au sol. C'est très grand, oui. Qui fait 7-8 mètres de haut, 7 mètres 50 de haut. Nous avons reconstitué une ruine romaine, et le public est au centre. Et cette salle immersive, ce cinéma, qui est d'ailleurs l'origine en fait du projet, puisque nous avions commencé à travailler uniquement sur ça dans un autre lieu qu'on cherchait à Paris. Donc nous avons commencé par ça. C'était la première chose qu'on a commencé à construire. Et je pense, en toute modestie d'ailleurs, je pense que nous avons la plus belle salle technologique que je n'ai jamais vu dans tout ce que j'ai pu visiter, et Dieu sait que j'en ai visité, Franck aussi, salle immersive en termes de qualité vidéo et en termes de qualité sonore. Donc nous avons vraiment les meilleurs matériels, on a pris les meilleurs techniciens et ingénieurs du son pour faire cette salle. Et puis tout ça, c'était au service, bien évidemment, maintenant de la création de Franck. Et nous avons choisi, nous avons choisi de traiter le 19e siècle à travers les yeux de Victor Hugo. Et Franck y a ajouté une touche extrêmement émotionnelle, quand il pleure la mort de sa fille qui meurt noyée. Voilà, exactement. Voilà. Donc et là, effectivement, on a pour moi ce que sait faire de mieux Franck, c'est-à-dire de nous faire vibrer avec des émotions et donc apprendre cette histoire à travers effectivement le cœur et donc nous faire réfléchir sur ce 19e siècle. Ça, c'est tout le talent de Franck. Franck, justement, ça fait réfléchir sur ce 19e siècle. Victor Hugo, est-ce que finalement il incarne pas tous les paradoxes français?
père général de Napoléon, mère royaliste pur et dur. Il est royaliste au début, il soutient Napoléon III avant de se fâcher avec Napoléon III et de devenir républicain. C'est ça, exactement. Est-ce que finalement Victor Hugo et le 19e siècle, c'est pas toute la France, 2 voire 3 révolutions si on compte la Commune de Paris, 2 empires, 2 monarchies et 2 républiques? Oui, c'est vrai. C'était presque trop facile d'une certaine manière, puisque... Ah bah oui, même moi j'ai compris, alors c'était vraiment facile, oui. Non, mais c'est vrai que le personnage est tout à fait emblématique. Il était le personnage préféré de celui qui a été mon maître, Alain Decaux, vous savez. Et peu à peu, j'ai compris pourquoi Alain Decaux avait cette fascination pour Victor Hugo. D'abord pour le génie littéraire, pour l'espèce de démiurge. Regardez la quantité complètement phénoménale de chefs-d'œuvre que cet homme-là a pu produire. Non seulement d'ailleurs dans les vers, mais en prose aussi, bien sûr. Et puis, même sur un plan graphique, puisque nous illustrons ce spectacle avec ses encres, c'est-à-dire les dessins qu'il a pu faire, qui sont tout simplement extraordinaire. Et regardez le grand amoureux qu'il a été, cette femme Juliette Drouet qui lui écrit 22 000 lettres d'amour. On ne peut pas tous en dire autant quand même. Ça dépend qui, je ne donnerai pas de nom. et puis ce qu'il y a de magnifique aussi avec Victor Hugo, c'est les dégâts qu'il commet autour de lui, disons les choses, comme tous ces très grands personnages, ces très grands égaux. Son frère qui va jusqu'à périr parce qu'il lui a pris sa femme, d'une certaine manière. Il meurt dans un asile, vous le racontez. Et oui, et sa fille que Victor ne va pas visiter pendant l'été parce qu'il préfère partir en vacances avec sa maîtresse Juliette Drouet, et cette fille qui va se noyer avec le gendre de Victor à Villequier dans la Seine, enfin bref. Et tout ce qu'en fait Victor Hugo, jusqu'à aller interroger les esprits, magie de bois blanc, dit Juliette Drouet, qui se moque elle-même de Delphine de Girardin, magie de bois blanc pour essayer d'entrer en contact dans l'au-delà avec cette fille qui lui manque tant. Bref, cet homme a vécu au cube et même au-delà, puissance 10, et il se trouve qu'il a tout vécu aux premières loges d'un 19e siècle agité, qu'il a participé aux différentes révolutions du 19e siècle. On le voit témoin dans Choses vues de la révolution de 1830, on le voit acteur comme député de celle de 1848, on le voit victime d'une certaine manière après son retour de l'insurrection de la Commune en 1871. Bref, il a tout fait, tout vécu, tout. Et à la fin, il finit dans son avenue, puisque même l'avenue d'Eylau, justement, l'avenue d'Eylau à l'Étoile, se trouve être rebaptisée avenue Victor Hugo, et il vit ça. Il a connu ça de son vivant. Bref, j'allais dire, n'en jetez plus, il était pour nous un sujet excellent. Mais, pour tout vous dire, il y aura d'autres sujets dans cette ellipse. Et nous sommes en train, en ce moment même, de travailler sur une Cléopâtre qui, à mon avis, va vous en mettre plein les yeux, mon cher Philippe. Ah oui, mais ça, pour mettre Cléopâtre, on peut dire que vous avez du nez. Berghoff dans tous ses états. La Cité de l'Histoire, un lieu où il faut impérativement aller si vous allez à Paris. Et même si vous n'aimez pas l'histoire, allez-y, ça vous fera aimer l'histoire. Et y compris, tiens, si vos enfants n'ont pas de très bonnes notes en histoire, amenez-les, je peux vous garantir, le niveau va remonter. On se retrouve tout de suite avec vos appels. Et évidemment, Franck Ferrand et François Nicolas. Et pour la culture dans tous ses états, on a le bonheur d'avoir avec nous Franck Ferrand, historien et directeur de la Cité de l'Histoire, et François Nicolas, président d'Amaclio Productions, qui est à l'origine du projet. Direction Grenoble. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez appelé le 0826 300 300. Franck Ferrand et François Nicolas sont tout oui. Très bien, bonjour à vous trois. Bonjour. Et je tenais à dire que je suis très très flatté de pouvoir parler à M. Ferrand, que j'aime beaucoup, parce qu'il a toujours eu une approche historique que j'aime beaucoup, voilà. Et puis ses chroniques sont toujours passionnantes. Et ça me fait très plaisir ce que vous dites, merci beaucoup. Mais vous avez une approche de l'histoire qui est simple et qui est chronologique, qui est très pédagogique, dans le bon sens du terme. Vous êtes très très bon. Bon, voilà. Et ma question, elle est peut-être un peu poil à gratter. Je tiens à préciser que je suis athée, je suis pas militant de rien du tout, quoi que ce soit. Mais j'aimerais savoir si dans votre Histoire de France, dans le musée que vous avez créé, l'histoire chrétienne de la France tient toute sa place, quoi. Voilà. Ah ben, je vous laisse répondre. J'ai ma petite idée, mais je vous laisse répondre. Oui, et plus on avance dans le parcours, c'est-à-dire plus on remonte dans le temps, et plus la religion joue un rôle, par définition.
les premiers éléments qu'on peut trouver à cet égard. Alors il y a des petits indices dans des scènes précédentes, mais le premier grand élément, c'est l'institution Sainte-Marie que l'on voit depuis les fenêtres de l'école républicaine dans la classe de laquelle on se trouve. Hein. Avec l'instituteur qui dit là c'est les bonnes sœurs, etc. C'est très marrant d'ailleurs. Voilà. Et là, on montre à quel point il y a eu divorce entre deux France, d'une certaine manière, au moment de la Belle Époque. Et puis, évidemment que la religion n'est pas très présente dans les périodes révolutionnaires, même si on l'évoque très subrepticement en 1848. Oui. Là où elle apparaît véritablement, c'est d'abord dans la scène sur les guerres de religion, et puis ensuite, on est carrément en présence de Jeanne d'Arc. Oui. Et Jeanne d'Arc nous dit passer outre, et de Jeanne d'Arc, nous arrivons dans la loge de l'architecte de la cathédrale d'Albi, où l'on évoque ce moment extraordinaire des XIIIe et XIVe siècles, avec cette poussée qui, après les abbayes dans les campagnes, a vu les cathédrales se mettre à pousser littéralement dans les villes. Et puis, nous avons ensuite deux scènes qui évoquent encore un peu la religion, puisque il y a bien sûr le sacre de Hugues Capet, et nous évoquons les régalias et la dimension sacrale de ce couronnement de tous nos rois. Et puis bien sûr, à la fin avec les Vikings, on ne peut pas empêcher le comédien ou la comédienne qui incarne la victime des raids normands de dire que ces gens-là sont des païens du Nord. Oui, absolument. Mais en fait, non, très très rapidement, tout à l'heure, je vous disais, c'est effectivement le parcours sur l'histoire de France, c'est aussi le parcours sur l'histoire des Français. Oui. Et donc, Franck a effectivement très subtilement, dans chaque remontée de temps qu'on fait sur ces 1000 ans, montrer la prégnance, en fait, l'importance de la religion chrétienne dans l'histoire de France. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle est de moins en moins importante, mais plus on descend, elle est de plus en plus importante. Oui. Voilà. Donc tout ça est, à mon avis, fait avec un très très bon équilibre. Moi, j'en parle de manière très très libre. Je suis catholique pratiquant. Je pense effectivement que les racines de la France sont chrétiennes. Et donc, pour rassurer notre auditeur, bien évidemment, nous avons bien veillé à ce que tout ça soit parfaitement montré, puisque c'est tout simplement la vérité. Oui, vous voulez un mot, Pascal ? Oui, juste un petit mot pour vous dire, vive la chronologie. Il n'y a pas mieux pour le récit historique. Le récit historique, la chronologie, on met en forme l'histoire, et pour tout le monde, c'est bien plus clair et bien plus intéressant. Et au moins, ça fait une colonne vertébrale pour les petits Français, quoi. Pascal, j'ai vu que vous étiez à Grenoble. Si vous montez à Paris... Oui, Franck Ferrand. Je dis que c'est un peu comme les gammes pour le musicien, c'est la base. Comment voulez-vous enseigner l'histoire et la faire partager, notamment aux plus jeunes, si vous commencez par les brouiller dans la chronologie? Alors, du bon sens. Mais par contre, moi j'ai adoré la chronologie à l'envers, parce que c'est vraiment extraordinaire. J'avais jamais fait d'histoire. Que le vice rend à la vertu. Alors, il nous reste même pas 5 minutes, il y a deux choses, il nous reste à peine 5 minutes, il y a deux choses dont on n'a pas parlé, il faut qu'on en parle. Ce sont les conférences, parce que vous organisez des conférences, parlez-nous-en. Alors effectivement... Nous avons... Franck, allez-y. Non, mais je crois que c'est un aspect non négligeable de ce que nous faisons, puisque cette cité de l'histoire n'est pas seulement un lieu d'animation, de divertissement et d'enrichissement didactique, c'est aussi, j'espère, un lieu de rencontre avec une grande librairie dont nous espérons qu'à terme, elle aura de très nombreuses références et deviendra une librairie incontournable pour les amoureux de l'histoire en région parisienne et pour tous ceux qui viennent à se trouver en région parisienne, si j'ose dire, en citant indirectement l'appel du 18 juin. Cette librairie est importante. On a évidemment un lieu d'échange parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si ça ne fait pas directement partie de la Cité de l'Histoire, nous hébergeons une animation en réalité virtuelle, et puis il y a tous les lundis, alors ça va sans doute changer de jour à la rentrée, mais pour l'instant c'est tous les lundis, presque tous les lundis, à 19h, des conférences. Nous avons reçu de grands conférenciers, puisque c'est le professeur Solnon en personne qui a inauguré ce cycle. Nous avons reçu des conservateurs du château de Versailles, Hélène de Lalex, Vincent Hegelet. Nous avons reçu récemment Loris Chavanette qui est venu nous raconter Danton. Le prochain cycle sera un cycle de Julien Théry sur les Templiers. Et votre serviteur aura l'honneur de parler de Versailles par la suite. Tout ça sous la houlette de quelqu'un qu'il faut citer parce qu'il a été
vraiment une cheville ouvrière. Il a énormément travaillé à plusieurs étapes de cette cité de l'histoire et qui est Pierre-Louis Lancel. Pierre-Louis Lancel, l'auteur de cette extraordinaire biographie du duc du Maine, notamment. François Nicolas, oui, les conférences et la librairie, ça c'est des choses qu'il y a une librairie impressionnante. On a des livres sur tous les personnages historiques, sur toutes les, peut-être pas toutes les batailles, mais sur nombre de batailles, sur des périodes, sur des époques. Alors, pour les enfants, il y a même des trucs beaucoup plus gadgets, très sympathiques, les figurines de Gaulois, les cascadrians, etc. Racontez-nous tout ça. Alors, ça a été. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez venir à la Cité de l'Histoire, aller uniquement d'ailleurs à la librairie si vous le voulez, sans payer un billet. Ça, c'est vraiment l'accès libre. Hein, voilà. Donc, vous pouvez aller dans cette librairie qui a vocation, comme le dit Franck, nous l'espérons, en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire, d'être la plus grande librairie en région parisienne dédiée à l'histoire. Il y a déjà 1200 références uniquement dédiées à l'histoire. 1200 références. Ce qui est déjà beaucoup, mais je pense qu'on peut encore monter. On a encore de la place dans ces immenses espaces. Et là, on a aussi pas cité Jacques Garcia, qui nous a fait tous ces décors, l'immense décorateur qu'est Jacques Garcia, fabuleux, mondial. Notamment, je le répète, le magnifique. train déraillé par la bataille, pendant la bataille du rail, c'est impressionnant. On est là, à 10 cm du train, on peut le toucher. Et là, Jacques Garcia, effectivement, nous a fait des décors absolument magnifiques. Et c'est aussi une animation, cette librairie boutique. Donc, on y trouve effectivement tout ce qu'on veut trouver pour tous les âges. Donc, il y a aussi des petits casques de la guerre de 14 qui vont pour les enfants. Voilà, donc c'est une boutique aussi. Mais c'est aussi une librairie. Donc, vous avez de la bande dessinée historique jusqu'à effectivement des ouvrages universitaires très sérieux. Pascal, vous êtes encore avec nous. Vous voulez dire un mot encore ? Oui, ça donne vraiment envie de le visiter. En plus, le lieu, c'est génial, le contraste moderne, histoire, enfin bon, formidable, quoi. Et simplement, si je peux poser une petite question subsidiaire. Allez-y. Qu'est-ce que pense plus particulièrement M. Ferrand de la conservation du patrimoine français à l'heure actuelle? Vraie question. Tiens, pour conclure, il nous reste à peine 2 minutes. Franck Ferrand. Ça tombe bien, puisqu'il faudrait au moins 2 heures pour évoquer la question que soulève Pascal. D'habitude, la philo au bac, c'est 4. Je pense qu'il y a une vraie passion des Français pour leur patrimoine. Oui. Je ne suis pas persuadé que les pouvoirs publics, eux, fassent tout ce qu'ils devraient faire. Et en même temps, ce sont des choix de société. N'incriminons pas seulement les hommes politiques à ce sujet. Posons-nous des questions sur nous-mêmes et sur la société. Que sommes-nous prêts à faire pour mettre en valeur ce patrimoine? N'oublions pas que ce patrimoine, il est aussi un vecteur de tourisme, c'est-à-dire qu'il est un élément important d'économie, avec beaucoup d'emplois qui ne sont pas délocalisables, et que en mettant en valeur le patrimoine, en le faisant aimer, eh bien, on peut aussi faire, développer l'économie. Ce qui est certain, c'est qu'on ne protégera bien les choses que si on les connaît. Et pour les connaître, il faut donner envie, il faut aimer. Et il faut les aimer. François Nicolas, en 45 secondes. En 45 secondes. C'est précis. Notre patrimoine, notre histoire, c'est notre or noir. Vous savez, voilà. Il y a le pétrole, et nous, c'est notre histoire, notre patrimoine. Ce sont toutes les inventions extraordinaires que les Français ont inventées. C'est un cri du cœur un peu patriotique que je voulais, que je voulais glacer. C'est notre or noir. Il faut que les Français, les pouvoirs publics, bien évidemment, mais si les Français n'en sont pas eux-mêmes conscients, les pouvoirs publics n'en seront pas conscients, puisque c'est nous qui les élisons. Et il vous reste 25 secondes, les jours et heures d'ouverture? C'est du mardi au dimanche, de 10h à 20h, avec des nocturnes les vendredis soirs et samedis soirs. Jusqu'à quelle heure? Et il faut aller sur cité-de-l'histoire.com, voilà, cité-de-l'histoire.com, ou Cité de l'Histoire sur Google, vous allez tout de suite tomber dessus. Donc 10h, 20h. Il y a un tarif réduit qui est de 18 €, un tarif plein qui est de 23 €. Nous avons beaucoup de scolaires qui viennent en semaine. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Voilà. Et ont un tarif encore plus faible. Un tarif encore plus faible. Eh bien écoutez, pour les comités d'entreprise, n'hésitez pas aussi, la Cité de l'Histoire. Merci à vous, Franck Ferrand, historien et directeur de la Cité de l'Histoire, et François Nicolas, président d'Amaclio Productions à l'origine du projet. On se retrouve dans Les Vraies Voix lundi 17h, mais tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaie.